Bienvenue à l'entretien de la semaine qui revient un peu sur l'actualité ayant marqué la semaine, mais aussi un invité ou une invitée de marque. Nous recevons donc ce vendredi Dr Saskia von Overbeek Othino. Bienvenue à la télévision rwandaise. Je vous rappelle donc que Madame Saskia est psychiatre et pédopsychiatre. Elle est également psychanalyste, ethnopsychanalyste, médecin consultant aux hôpitaux universitaires de Genève, c'est en Suisse. Il y a eu beaucoup de spécialités. Parlons d'abord de la pédopsychiatrie. C'est quoi exactement la pédopsychiatrie? Alors la pédopsychiatrie est une branche de la médecine, est une spécialisation après la médecine, une spécialisation qui est dans le domaine de la psychiatrie, mais dans le domaine de la psychiatrie du développement du bébé, de l'enfant et de l'adolescent. Effectivement, beaucoup de gens pensent que la psychiatrie s'intéresse à l'adulte. Et j'ai découvert récemment que la discipline s'intéresse à l'être humain de sa conception, c'est-à-dire dans le ventre de sa mère. Parlez-nous un peu de cela. Alors on pourrait même dire au moment de concevoir un enfant, c'est-à-dire dans le désir d'enfant où déjà les parents ont des idées sur l'enfant qu'ils voudraient avoir, qu'ils vont avoir. Et quand la mère est enceinte, ou la mère et la famille attendent un enfant et ont déjà une relation avec lui en fonction de l'environnement culturel, l'environnement familial et de leurs envies à eux en tant que parents. Et donc, c'est déjà important à ce moment-là que l'enfant puisse être entouré, accueilli d'affection, d'amour, d'attente, d'exigence aussi, qu'on appelle un peu des projections qu'on a sur l'enfant qui va arriver et qui est une manière aussi de l'accueillir à sa naissance, avec des hauts et des bas d'une famille, mais disons l'idée est qu'il soit accueilli, ce qu'on appelle suffisamment bien, c'est-à-dire que l'enfant puisse être accueilli selon ses besoins, donc que les parents puissent répondre aux besoins physiques, de soins, de nourriture, mais aussi aux besoins psychologiques de l'enfant, et que l'enfant a besoin de nourriture affective, de nourriture d'amour, de nourriture d'attention, d'échange, de relation, qui est tout aussi important que la nourriture réelle. Je m'intéresse particulièrement à cet aspect de grossesse. Et à quel moment vous intervenez votre science quand la mère porte déjà l'enfant? Alors ce qu'on sait, c'est que la mère peut avoir une dépression pendant sa grossesse et que cette dépression, on sait que ça donne toutes les chances qu'elle se poursuive à l'arrivée de l'enfant et qu'elle soit dommageable pour la relation mère-enfant. Donc quand on détecte une dépression ou une difficulté d'investissement de sa grossesse chez la mère, on a remarqué qu'il était extrêmement bénéfique d'entourer, de soigner la mère déjà avant que l'enfant soit là, pour qu'elle soit en état d'accueillir cet enfant et de nourrir cette relation qu'ils vont avoir les deux, de toute l'attention que la mère peut avoir, l'affection, mais aussi que la mère puisse être connectée aux besoins de l'enfant, donc que la mère puisse reconnaître que l'enfant a besoin d'attention, de soins en plus, de nourriture ou de soins physiques. Et il y a le papa aussi. Et bien sûr. Là, bien entendu, il y a cet aspect, le papa. Qu'est-ce que doit faire un papa quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère? Alors c'est un point très important et on néglige très souvent les papas, on dit souvent même ça leur est égal, ils vont boire des bières avec les copains et pendant l'accouchement et à un moment donné, je pense qu'il va peut-être boire des bières avec les copains parce qu'il est aussi angoissé de est-ce que ça va bien se passer, il va devenir père, qui est aussi un stress majeur. Devenir mère ou devenir père sont des stress majeurs de la vie, sont des moments très forts. Et du coup, le père est très important à côté de la mère. Donc pour encourager la mère déjà pendant la grossesse, pour imaginer cet enfant ensemble, parce que l'enfant a effectivement besoin de sa mère et de son père. Donc les deux parents peuvent imaginer l'enfant ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils imaginent exactement la même chose, mais ça veut dire qu'ensemble, ils vont accueillir cet enfant.
Et qu'ensuite aussi, quand la mère accouche ou quand l'enfant est tout petit, le père des fois pense que le bébé est tout petit et il ne trouve pas sa place, hein, et que je pense que le père doit aussi un petit peu prendre sa place près de la mère, face au bébé, et peut-être aussi par moments pour un peu libérer la mère, hein, de tout ce qu'elle doit faire pour l'enfant, pour aussi retrouver une relation de couple, ce qui est aussi très important. J'ai vu quelque part où l'enfant, dès le ventre de sa mère, sait reconnaître la voix de son père. Si c'est un homme colérique, l'enfant naîtra en ayant peur de cette voix. Est-ce que c'est vrai? Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire ça aussi précisément que ça, mais ce qu'on sait, c'est que l'enfant est sensible, hein, reconnaît alors les voix des personnes significatives de l'environnement, donc de la mère, du père, réagit à des musiques, par exemple aussi, il y a des musiques qui le calment, des musiques qui l'agitent. C'est à peu près certain qu'il sent quand il y a des tensions. Hein, et que s'il y a des tensions entre les parents ou qu'il y a des conflits ou que c'est assez probable que quelque chose de ce stress se transmette à l'enfant et que l'enfant pourrait naître un peu plus anxieux, un peu plus tendu, un peu plus difficile à calmer. Mais ça, c'est des hypothèses parce qu'il faut après pas non plus, si un enfant pleure beaucoup, se dire « ah, on a mal fait la grossesse ». On ne peut pas tout à fait faire ce raccourci-là. Mais on est assez sûr que toute cette période est très très importante pour l'accueil d'un enfant. Alors, il y a cette étape de grossesse, il y a la petite enfance, l'entrée à l'école. À quel moment vous intervenez, votre spécialité, jusqu'à quel âge? Alors, précisément déjà pendant la grossesse ou juste après la grossesse, s'il y a ce qu'on appelle des difficultés de la relation entre la mère et l'enfant ou les parents et l'enfant. Après, on est assez vigilant aux étapes du développement. Donc on observe, alors chez nous les enfants sont vus régulièrement par des centres de santé ou par les pédiatres pour les vaccins, essayer le poids, la taille et tout ça, mais on observe aussi, est-ce que l'enfant s'assied un peu au bon moment, marche au bon moment, parle au bon moment, et c'est des étapes du développement psychologique de l'enfant qu'il est très important de détecter très tôt parce que plus on soigne tôt, meilleur sera le résultat. Comment détecter un enfant qui souffre d'angoisse, des tristesses? Comment reconnaître un enfant qui a des troubles? Oui. Alors chez les petits-enfants, c'est un peu plus difficile parce qu'ils pleurent, ou ils crient, ou ils sont tendus. Et donc on doit un peu plus tâtonner pour trouver qu'est-ce qui se passe. Donc là, on travaille beaucoup avec les parents et l'enfant pour voir un peu comment l'environnement fonctionne autour de l'enfant, et c'est souvent là-dessus qu'on intervient. Quand l'enfant devient 4, 5, 6 ans, il devient beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour de lui, donc il commence à avoir des peurs à lui. Il peut avoir excessivement peur des animaux, ou excessivement peur du noir, et que là, c'est aussi les parents qui peuvent observer ça, ou bien l'enfant peut être inexplicablement triste, donc on va chercher à comprendre pourquoi il est triste, ou bien l'enfant peut avoir des retards de développement, donc il peut tout à coup ne pas se développer selon les critères de développement habituels, avoir des retards de langage, des retards d'apprentissage, et ça c'est aussi quelque chose sur quoi on peut intervenir. Et ici, en Afrique, au Rwanda, dès qu'un enfant a quelques troubles, on pense directement à l'autisme. Est-ce vrai? Non, c'est pas. Déjà, l'autisme actuellement est un diagnostic fourre-tout. C'est-à-dire, ça va d'un enfant qui vous regarde pas tout à fait dans les yeux à un enfant très gravement malade. Donc, dans ce sens-là, c'est un mauvais diagnostic parce que ça touche un champ beaucoup trop large. Et l'autisme est un trouble, mais il y en a d'autres. Et il y en a d'autres qui sont même plus faciles à soigner. Donc, par exemple, les retards de développement, parce que l'enfant est sous-stimulé ou l'enfant manque d'un environnement suffisamment bon, sont des troubles vraiment très réversibles si on les prend suffisamment tôt. Nous encheminons vers la fin de cet entretien. Quel message, d'abord, vous pouvez transmettre aux parents qui sont en train de vous suivre en ce moment à propos de leurs enfants, de leur premier enfant ou des autres enfants qui viendront après? Alors, ce que je dirais, c'est qu'avoir des enfants, c'est souvent un grand bonheur et un plaisir, pas toujours.
Et quand ça ne l'est pas, je pense que c'est important de le partager avec son entourage, avec sa famille, avec peut-être son médecin, ou peut-être un pédiatre, ou peut-être après un psychologue, parce que ça peut être dommageable pour tout le monde, pour les parents et pour l'enfant. Donc si on a l'impression que quelque chose ne se passe pas bien, ou que ce n'est pas le bonheur qu'on attendait un peu, je pense que c'est déjà important là de se poser la question. Après, si on voit un enfant qui a un retard, on a tendance à se dire on va attendre, ça va venir. Il vaut mieux pas attendre. Il vaut mieux consulter un peu trop tôt qu'un peu trop tard. Donc ça, c'est l'autre chose. Après, peut-être la troisième chose, c'est que je pense qu'il faut écouter l'enfant. L'enfant comprend beaucoup de choses, beaucoup plus de choses qu'on pense. L'enfant peut parler, on peut lui poser des questions. Et c'est aussi lui qui va nous guider sur les besoins qu'il a. Donc c'est peut-être la troisième chose qu'on pourrait dire. Merci beaucoup, Dr Saskia. Mais avant de vous laisser partir, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes la présidente d'une association dénommée Association Santé Mentale Suisse-Rwanda. Parlez-nous brièvement de cette association et de la collaboration que vous avez avec des médecins rwandais. Je rappelle que vous êtes originaire de Suisse. Alors, l'association Santé Mentale Suisse-Rwanda est une association qui a son siège en Suisse, mais qui est une association qui regroupe des professionnels suisses et rwandais. Et donc, on a un fonctionnement qui est vraiment à cheval entre la Suisse et le Rwanda. Notre comité, même la présidence et la vice-présidence, il y a toujours un partage entre des collègues suisses et des collègues rwandais. Les objectifs sont de soutenir les différents projets autour de la santé mentale, des enfants ou des adultes, en fait, en fonction des demandes qui viennent du Rwanda. Donc, notre objectif est d'écouter les demandes faites par les professionnels rwandais et de voir de quelle manière on peut soutenir ou développer ces projets. Merci beaucoup, Dr Saskia von Overbeek, Otino, de votre participation à cette émission. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes psychiatre, vous êtes pédopsychiatre, vous l'avez expliqué, vous êtes psychanalyste et ethnopsychanalyste et médecin consultant. Merci d'avoir répondu à nos questions et nous espérons que vous reviendrez régulièrement nous éclairer un peu sur ces différentes spécialités. Merci beaucoup.